En quelques mois, la rétention du capital a bondi de 23% dans l'un des pays les plus pauvres du Sahel. Ce chiffre, presque infime à l'échelle mondiale mais immense pour une économie aussi fragile, agit comme une secousse silencieuse dans les comptes publics. Derrière cette brusque inflexion, une question insiste. Que signifie ce glissement pour celles et ceux qui observent l'Afrique se réinventer, depuis qu'Ibrahim Traoré impose une présence décisionnelle sur le terrain? Peut-être l'amorce d'un futur proche où la valeur produite cesse enfin de s'échapper entièrement. La promesse contenue dans cette réforme repose sur une idée simple. Si la valeur cesse de quitter le pays dès qu'elle est produite, alors le Burkina Faso peut enfin financer ce qu'il n'a jamais pu bâtir. L'intérêt direct pour le public tient dans une formulation courte, 10 à 12 mots, qui résume l'enjeu. Retenir la richesse pour créer une capacité d'action durable. Cette équation, d'apparence technique, reconfigure pourtant les responsabilités. Entreprise, tenus d'être présente. État obligé de suivre l'usage des ressources, population en attente de preuves tangibles. Il est notable que ce déplacement du centre décisionnel augmente aussi les risques. Si les infrastructures ne suivent pas, la proximité pourrait devenir un point de rupture. Parallèlement, l'ajustement des entreprises expose les coûts invisibles de la distance. Lenteur décisionnelle, méconnaissance du terrain, manque d'engagement. Une question émerge alors. Cette règle, assez austère sur le papier, peut-elle réellement déplacer un modèle économique resté figé durant des décennies? La réponse déterminera si la marge de manœuvre nouvellement acquise se transforme en moteur ou en impasse. La première révélation apparaît lorsqu'on juxtapose deux données simples. La rétention du capital augmente de 23% et plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter le Burkina Faso. Ce double basculement, discret dans les chiffres mais massif dans ses effets, signale que la mécanique économique du pays s'est déjà déplacée avant même que les résistances ne se structurent. Simultanément, le contexte se clarifie. Durant des décennies, les ressources du Sahel, or, minerais, pétrole, alimentaient de la richesse d'autres territoires, tandis que la valeur locale se dissolvait vers des sièges décisionnels lointains. Les entreprises opéraient à distance, conservant au pays une présence symbolique. Bureaux minimalistes, visites espacées, interactions limitées avec les communautés et l'administration. Cette configuration, longtemps perçue comme une fatalité, entretenait une économie extractive où la production restait locale, mais la décision, elle, s'exerçait ailleurs. La nouvelle loi impose désormais une rupture nette. Or, en rupture nette, toute entreprise dépassant 5 milliards de FCFA de chiffre doit établir son siège dans le pays. Cette obligation n'est pas punitive. Elle marque une volonté de rééquilibrage en exigeant que la gouvernance économique reflète réellement les lieux où la richesse est générée. La proximité décisionnelle cesse alors d'être un choix facultatif. Elle devient un principe structurant. Dans cette redéfinition, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. En revendiquant une participation réelle des multinationales à la vie économique locale, il introduit une idée longtemps reléguée au second plan, la responsabilité directe de ceux qui tirent profit du territoire. Cette simple présence modifie déjà les routines, décisions plus rapides, meilleure compréhension du terrain, pression diplomatique plus visible. Dès lors, le récit change de dimension. Si la valeur reste là où elle est produite, c'est l'ensemble de la trajectoire nationale qui commence à se transformer. Reste à déterminer si cette dynamique peut s'amplifier ou si elle s'arrêtera à la première vague de résistance. C'est en observant deux scènes précises que l'on mesure les premiers effets concrets du basculement décisionnel. D'un côté, dans les mines et sur les chantiers, les travailleurs voient apparaître des équipes dirigeantes qui, autrefois, ne faisaient que de rares passages. Leur présence transforme les gestes quotidiens.
Problèmes techniques résolus plus vite, arbitrage pris sur place, investissement engagé sans attendre des validations venues de métropoles lointaines. Cette proximité révèle un phénomène longtemps invisible. Lorsque ceux qui décident vivent les contraintes du terrain, la chaîne opérationnelle gagne en cohérence. De l'autre côté, les services périphériques, transport, logistique, commerce local, basculent vers une forme de stabilité nouvelle. Là où les flux n'étaient que passagers, l'installation durable des sièges crée un écosystème plus dense. Ateliers qui ouvrent, prestataires qui s'implantent, emplois qui cessent de dépendre uniquement du cycle d'extraction. Cette microscène illustre une recomposition dont l'ampleur dépasse la seule lettre de la loi. Ensuite, la dynamique générale devient lisible. Chaque interaction quotidienne, chaque réunion tenue à Ouagadougou plutôt qu'à des milliers de kilomètres, témoigne d'un déplacement réel du centre de gravité économique. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un vecteur de cette cohérence nouvelle, non par sa présence symbolique, mais par la pression structurelle qu'il impose aux acteurs économiques. La conclusion tient en une phrase. Une économie change dès que les décisions se prennent là où la valeur naît. Avant l'annonce de la loi, les multinationales géraient leurs opérations depuis l'extérieur, ajustant leur stratégie sans immersion réelle dans les réalités burkinabées. Après la mise en place du nouveau cadre, chaque entreprise dépassant 5 milliards de FCFA se voit contrainte de revisiter sa présence, ses coûts et la structure même de ses opérations. Ce basculement fonctionne comme une inversion de logique. La distance n'est plus un avantage. La proximité devient une obligation. Cela commence avec une déclaration publique ferme et sans ambiguïté. Tout commence par une déclaration publique ferme et sans ambiguïté. Pas de siège local, pas d'activité durable. Ce seuil clair agit comme un choc réglementaire, destiné à ancrer les flux financiers dans le pays. Les entreprises doivent repenser leur chaîne logistique, redistribuer leurs équipes, reconfigurer leurs protocoles de gouvernance. Certaines perçoivent cette obligation comme une contrainte coûteuse. D'autres y voient une occasion d'obtenir une légitimité locale renforcée, condition nécessaire pour opérer dans un environnement marqué par l'instabilité du Sahel. Dans le même temps, l'État prend la mesure de l'enjeu. Transformer une économie dominée par l'extraction en une architecture plus équilibrée, fondée sur la présence physique, la responsabilité et le suivi quotidien. L'étape clé survient à mesure que les conseils d'administration discutent de leur stratégie. À mesure que les conseils d'administration discutent de leur stratégie, deux réponses majeures émergent. La première, défensive, consiste à agiter la menace d'un retrait en soulignant une perte de flexibilité et une hausse des coûts d'opérationnel. La seconde, constructive, considère que l'implantation locale pourrait réduire les frictions décisionnelles, limiter la dépendance à des validations lointaines et améliorer l'acceptation communautaire. À l'inverse, les autorités observent un phénomène plus subtil, la centralité progressive d'Ouagadougou dans les arbitrages stratégiques. Ce déplacement du centre décisionnel n'est pas seulement administratif. Il modifie les rapports de force, rend les pressions diplomatiques plus visibles et accélère la circulation des informations essentielles. Ibrahim Traoré, longtemps perçu comme un agent de rupture, devient dans cette phase un acteur structurant du nouvel équilibre entre souveraineté et investissement. Les mois suivants révèlent des effets tangibles. Les mois qui suivent révèlent des effets tangibles. Accélération de la construction de routes, renforcement progressif des réseaux électriques, ouverture de nouveaux bureaux pour accueillir dirigeants et équipes intermédiaires. Les entreprises ajustent leur logistique, recrutent localement,
forment des superviseurs et adaptent leurs circuits de validation. Les tensions logistiques persistent, manque d'ingénieurs qualifiés, pression accrue sur l'énergie, nécessité d'adapter les infrastructures au rythme des implantations, mais la réactivité nouvelle change la dynamique. Les décisions prises sur place réduisent les délais et rendent les responsabilités plus visibles. Dans cette séquence, la réforme cesse d'être un simple texte. Elle devient un système en mutation qui teste la capacité du pays à absorber un changement de rythme économique tout en consolidant son autorité institutionnelle. Dans ce contexte, l'intervention d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Il ne se contente pas de fixer un cadre, il impose une cohérence en forçant les acteurs à intégrer la réalité du terrain dans leurs arbitrages quotidiens. Le Burkina Faso passe ainsi d'une économie régie à distance à une architecture où la présence devient un levier de stabilité autant qu'une contrainte exigeante. La ligne de base est nette. Pendant des années, une part décisive de la valeur produite au Burkina Faso quittait presque immédiatement le territoire. La variation actuelle, une hausse de 23% de rétention du capital, marque un delta mesurable. Cette progression, modeste en apparence, crée une marge budgétaire que l'État n'avait jamais pu stabiliser. Elle fournit une respiration financière utile pour programmer des investissements qui, auparavant, restaient théoriques faute de liquidités fiables. Le premier indicateur, l'augmentation de 23%, agit comme un signal de rebond. Cette hausse n'est pas spectaculaire, mais elle augmente la circulation interne des ressources, renforçant mécaniquement la capacité d'investissement public. Ce pourcentage sert de repère dans une économie fragile, où chaque point retenu localement modifie les priorités gouvernementales. Le deuxième indicateur, les 3 milliards de dollars miniers, désormais maîtrisés localement, ajoute une clé de lecture supplémentaire. Ce montant constitue la principale source de revenus du pays, et sa réorientation pilote directement les décisions en infrastructures et services sociaux. L'argent ne s'évapore plus en flux sortants automatiques. Il devient un levier régi depuis Ouagadougou. Le troisième indicateur, jusqu'à 45% de participation étatique dans les projets miniers, transforme la gouvernance. Cette proportion ne garantit pas des retours rapides, mais elle donne à l'État un rôle actif dans la supervision opérationnelle, modifiant l'équilibre entre multinationales et institutions publiques. L'État passe d'une position d'observateur à une position de co-gestionnaire. Dans le même mouvement, ces trois mesures convergent vers une transformation méthodique. La rétention accrue crée une marge de manœuvre. La maîtrise de la rente stabilise la trajectoire financière. La participation étatique rééquilibre les négociations. Cependant, aucune de ces avancées ne garantit la solidité du système si l'administration n'est pas en mesure d'absorber les ressources. Les capacités techniques, l'ingénierie, la planification et le suivi deviennent des variables déterminantes. Les retards, erreurs ou inefficiences pourraient diluer les gains récents, surtout dans une économie où chaque dysfonctionnement se manifeste rapidement. En parallèle, le déplacement du centre décisionnel vers Ouagadougou renforce la visibilité institutionnelle. Les décisions se prennent plus vite, les problèmes émergent plus tôt, les responsabilités deviennent plus difficiles à contourner. Cette nouvelle proximité crée autant d'opportunités que de tensions. Ibrahim Traoré est ici au cœur de la recomposition. En imposant ce cadre, il force l'économie à fonctionner selon un rythme où la valeur produite appelle une responsabilité directe. Enfin, si les chiffres montrent une trajectoire encourageante, ils suggèrent aussi une tension productive. Le pays dispose d'une base financière plus solide, mais doit prouver qu'il peut convertir cette marge en bénéfices tangibles pour les citoyens. Dans la continuité, une question devient inévitable. Cette dynamique quantitative peut-elle soutenir un changement structurel durable
ou risque-t-elle de révéler les limites d'un appareil institutionnel encore fragile? Deux lectures solides émergent face à la réforme, chacune portée par une logique économique distincte. Les partisans affirment qu'exiger une présence physique constitue un moyen légitime de récupérer une part plus juste de la valeur créée localement. Ils soutiennent que l'ancrage territorial renforce la transparence, améliore la participation aux communautés et réintroduit une responsabilité longtemps contournée par la gestion à distance. Pour eux, les premiers effets, hausse de 23% de rétention, maîtrise plus directe de 3 milliards de dollars, participation étatique pouvant atteindre 45%, montrent qu'une amélioration structurelle reste possible sans rompre les dynamiques d'investissement. En parallèle, les sceptiques mettent en avant les risques. Ils rappellent que l'obligation de siège local peut pousser certaines entreprises à réduire leur exposition ou à envisager un retrait, invoquant une perte de flexibilité stratégique. Il souligne les tensions déjà visibles: pression énergétique, manque d'ingénieurs, infrastructures encore fragiles. Selon eux, la réforme pourrait accentuer la vulnérabilité d'un marché extractif longtemps dépendant de décisions prises en dehors du pays. Notons que ces deux positions s'appuient sur des données réelles, mais interprètent différemment le même cadre. Le débat n'oppose pas croissance à déclin. Il confronte deux mécanismes d'adaptation. D'un côté, une confiance prudente nourrie par des signaux mesurables, de l'autre, une inquiétude légitime face aux limites de capacité. Cette tension n'invalide aucune lecture, elle révèle un système en transition. Ensuite, la réponse la plus solide consiste à reconnaître qu'aucun scénario extrême ne domine. Certaines entreprises hésitent, mais d'autres renforcent effectivement leur présence, ouvrent des bureaux, réorganisent leur chaîne logistique et contribuent à la densification des services périphériques. Ce mélange d'avancée et de résistance reflète une réalité nuancée. La réforme ne crée ni miracle immédiat, ni crise certaine. Elle génère un champ d'expérimentation où stabilité, responsabilité et réajustement structurel progressent simultanément. Ce moment charnière apparaît lorsqu'on cesse de regarder la réforme comme une simple contrainte administrative et qu'on observe comment elle modifie les comportements quotidiens. Au départ, la plupart des entreprises percevaient l'obligation d'implanter leur siège localement comme une intrusion susceptible d'alourdir leurs charges ou de freiner leur agilité. Pourtant, à mesure que les infrastructures se renforcent, que les réseaux se stabilisent et que les équipes dirigeantes s'installent durablement, une réévaluation s'impose. Il est notable que la proximité décisionnelle commence à réduire les délais, améliore les relations communautaires et fluidifie les opérations. Même les entreprises initialement réticentes constatent que les arbitrages pris sur place créent moins de friction que les validations imposées depuis l'étranger. Ensuite, intervient un pivot culturel porté par Ibrahim Traoré. La présence physique n'est plus vécue comme un coût imposé, mais comme un levier de stabilité dans un environnement encore fragile. Pour les citoyens, l'effet est tangible. La valeur produite cesse de s'échapper totalement et circule davantage dans les écoles, les chantiers et les ateliers. Cette étape marque le midpoint. L'efficacité économique ne dépend plus uniquement des flux financiers, mais de l'alignement entre décisions et réalités locales. Les effets de la réforme se manifestent différemment selon les acteurs, mais tous sont engagés, volontairement ou non, dans une transformation profonde du paysage économique. Quatre groupes clés, l'État, les entreprises, les citoyens et les observateurs régionaux, perçoivent chacun un déplacement du centre décisionnel vers Ouagadougou, mouvement amorcé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. L'État, une des parties prenantes, observe des effets significatifs. Pour les institutions publiques,
L'augmentation de la rétention du capital ouvre une marge de manœuvre inédite. Là où les projets d'infrastructure restaient souvent théoriques, l'État peut désormais lancer des programmes plus réguliers: routes, réseaux électriques, bâtiments administratifs. Cependant, cette puissance nouvelle reste fragile. Elle exige une administration capable de planifier, d'exécuter et de contrôler. Les retards deviennent visibles plus vite, les défaillances plus difficiles à masquer et les arbitrages plus sensibles à la pression sociale. Les entreprises reçoivent des défis et opportunités avec la réforme. Les multinationales voient leur modèle d'opération bousculé. L'obligation de siège local réduit l'avantage de la gestion lointaine, obligeant les entreprises à réorganiser leurs équipes, renforcer leur chaîne logistique et revoir leurs protocoles de gouvernance. Notons que cette contrainte peut devenir un atout. Une implantation durable améliore l'acceptation communautaire, réduit les frictions décisionnelles et offre une meilleure compréhension des réalités locales. Pour certaines entreprises, la présence physique se transforme en avantage stratégique. Pour d'autres, elle demeure un risque difficile à absorber. Les, cit- les citoyens, témoins de changements visibles, voient leurs vies évoluer. Les populations perçoivent les effets les plus immédiats. Nouveaux emplois dans la logistique, la maintenance, la construction, la supervision, multiplication de services périphériques, renforcement progressif des infrastructures. Cette dynamique reste inégale selon les régions, mais un sentiment partagé émerge. La valeur produite ne s'échappe plus entièrement vers l'extérieur. Beaucoup attribuent cette évolution au cadre imposé par Ibrahim Traoré, voyant dans cette politique une tentative de réaligner la richesse produite sur les besoins du territoire. Toutefois, les attentes s'élèvent rapidement et la demande de résultats visibles devient une pression constante. Les observateurs régionaux surveillent le processus de réforme avec intérêt. Dans les pays voisins, la réforme burkinabé est observée comme un laboratoire institutionnel. Si le modèle fonctionne, il pourrait inspirer une nouvelle doctrine régionale fondée sur la proximité décisionnelle et la redistribution locale. Les partenaires internationaux, eux, s'interrogent sur la viabilité de cette trajectoire. Peut-elle être reproduite ailleurs? Peut-elle survivre à ses propres contraintes en infrastructures et en capacités humaines? Le Burkina Faso devient, malgré lui, un point de référence dans la redéfinition des rapports entre États africains et multinationales. Ensuite, l'enjeu n'est plus seulement économique, il devient structurel et social. Les effets réels de cette transformation dépendront de la capacité de chaque groupe à absorber le nouveau rythme que la réforme impose. Le pays entre dans une phase où la présence, la responsabilité et la réactivité deviennent les nouveaux piliers de son modèle économique. Trois trajectoires plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant de la manière dont l'État, les entreprises, les citoyens et les partenaires régionaux absorberont la nouvelle proximité décisionnelle imposée au Burkina Faso. Ce ne sont pas des prédictions fermes, mais des repères permettant d'appréhender l'évolution d'un système encore en transition. Si l'infrastructure actuelle se maintient, voici le scénario de base. Si l'infrastructure actuelle se maintient et que l'administration parvient à renforcer progressivement ses capacités, la réforme continuera de produire des effets tangibles: investissement régulier, stabilisation des revenus miniers, formation professionnelle plus étendue, intégration plus solide des entreprises dans la vie économique locale. Les multinationales, même hésitantes, pourraient s'adapter au cadre sans renoncer à leurs activités. Le pays évoluerait ainsi dans une dynamique exigeante mais fonctionnelle, marquée par une consolidation lente plutôt qu'un bouleversement spectaculaire. Dans un scénario plus favorable, si les infrastructures progressent rapidement. Si les infrastructures progressent plus rapidement, énergie,
plus fiables, routes mieux adaptées, logistique simplifiée. Les entreprises pourraient accélérer leur implantation durable. Cette traction positive créerait un effet d'entraînement. Nouveaux bureaux, chantiers élargis, montée en compétences plus rapides, écosystème de services renforcés. Un point saillant réside dans l'effet régional. Un modèle burkinabé crédible pourrait inspirer d'autres États et redessiner les normes de responsabilité économique en Afrique de l'Ouest. La présence réelle deviendrait un standard, non plus une exception. En cas de tensions accrues, un scénario pessimiste pourrait se dessiner. Si les tensions structurelles s'accentuent, manque d'ingénieurs, pressions énergétiques fortes, lenteur administrative, certaines entreprises pourraient réduire leurs investissements ou quitter progressivement le pays. Les infrastructures seraient mises à rude épreuve et les bénéfices perçus par la population resteraient trop concentrés pour générer une adhésion durable. Le pays entrerait alors dans une zone de fragilité accrue où la réforme serait contestée, voire utilisée comme argument contre toute tentative future de rééquilibrage entre souveraineté et intérêt privé. Enfin, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de chercher à deviner lequel des scénarios prévaudra, il devient plus utile d'observer les signaux faibles. La vitesse des investissements, la qualité des décisions administratives et la capacité à maintenir la présence opérationnelle offrent des indicateurs fiables pour anticiper la trajectoire réelle. L'impact de la réforme ne se limite pas aux chiffres. Il traverse les trajectoires individuelles, les attentes et les réalités quotidiennes. Trois groupes distincts, travailleurs spécialisés, familles et communautés locales, observateurs engagés, perçoivent chacun une transformation qui réorganise leur rapport à l'économie nationale. Les travailleurs et acteurs techniques voient une intensification des opportunités. Pour ceux qui opèrent dans les mines, les chantiers, les ateliers ou les services de maintenance, la réforme se traduit par une intensification des opportunités. Le besoin accru de présence décisionnelle entraîne davantage de postes, une demande plus forte en compétences techniques et des formations plus fréquentes. Le changement essentiel tient dans la réactivité. Les décisions prises sur place leur permettent d'obtenir des réponses plus rapides et de réduire l'attente liée aux validations venues de l'extérieur. Leur principale préoccupation réside toutefois dans la continuité. La dynamique actuelle sera-t-elle durable ou dépend-elle d'un moment de transition encore fragile? Les familles et communautés locales constatent des effets visibles dans leurs services. Les effets visibles s'observent dans la densification des services, transports plus réguliers, commerces qui s'installent, ateliers qui s'ouvrent, présence accrue de prestataires. Cette recomposition sociale crée une impression de stabilité progressive. Cependant, la répartition n'est pas uniforme. Certaines zones en bénéficient plus rapidement que d'autres, ce qui nourrit à la fois espoir et attente. Les familles voient dans cette transformation une opportunité de mieux ancrer la richesse locale dans leur quotidien. Les observateurs engagés, comme les entrepreneurs, enseignantes et journalistes, évaluent cette réforme. Ils considèrent la réforme comme un laboratoire institutionnel. Pour eux, la question centrale n'est pas seulement économique, mais aussi civique. Comment garantir que la valeur retenue soit utilisée de manière transparente et équitable? La gouvernance devient leur point d'attention majeur, car elle déterminera la crédibilité du modèle dans la durée. Deux suggestions émergent: consolider des outils de suivi accessibles aux citoyens et multiplier les partenariats éducatifs pour ancrer durablement la montée en compétences. Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable plutôt qu'une parenthèse fragile, une feuille de route structurée doit être mise en œuvre. Le principe directeur, déjà affirmé publiquement par Ibrahim Traoré, consiste à transformer chaque unité de valeur retenue en résultat visible et mesurable.
Cette exigence impose une coordination stricte entre institutions, entreprises et communautés locales. La première étape consiste à renforcer les infrastructures essentielles. L'État établit un calendrier trimestriel pour l'énergie, les routes et la logistique. Les entreprises cofinancent certaines portions en échange d'un cadre plus stable. Indicateurs: disponibilité énergétique, délai de livraison, taux de maintenance. La deuxième étape vise à structurer la formation professionnelle. Les ministères compétents, associés aux firmes installées, ouvrent ou étendent des centres techniques. L'objectif est de produire une main-d'œuvre locale capable d'absorber la montée d'activité. Indicateurs: taux d'insertion professionnelle dans les 6 à 9 mois. L'étape suivante est d'instaurer une gouvernance transparente. Un système d'audit public régulier permet de suivre l'usage des fonds issus de la rétention du capital. Les citoyens doivent disposer d'informations claires et vérifiables. Indicateurs: conformité des projets, respect des délais, qualité des dépenses. Il est également crucial de stabiliser les relations avec les entreprises. Les acteurs privés reçoivent un cadre lisible avec procédures accélérées pour les autorisations. L'objectif est de réduire les frictions et d'ancrer la présence durable. Indicateurs: temps d'instruction administratif, volume d'investissement renouvelé. Enfin, la dernière étape vise à ancrer la responsabilité locale. À travers l'obligation de siège, Ibrahim Traoré souhaite rapprocher décision et réalité du terrain. Les arbitrages stratégiques doivent désormais se tenir sur place. Indicateurs: fréquence des réunions locales, réactivité opérationnelle. Cette feuille de route vise à créer une base solide pour une transformation durable. Au moment d'approcher la conclusion, une image du début réapparaît. Celle des travailleurs des mines et des chantiers observant l'arrivée progressive des équipes dirigeantes, image qui servait déjà de repère dans la microscène de la partie 4. Ce motif incarne mieux qu'aucun chiffre la transformation en cours. La décision n'est plus un signal lointain, mais un geste quotidien qui se déroule sur le même sol que celui où la valeur est produite. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré n'agit pas comme un symbole immobile, il fonctionne comme un point d'appui structurant. Son initiative a déplacé un cadre mental, rappelant qu'un pays, souvent perçu comme périphérique, peut revendiquer un espace décisionnel plus cohérent. Les entreprises, en s'installant durablement, acceptent de partager la responsabilité. Les citoyens, en voyant les ateliers, routes et bureaux se multiplier, perçoivent que leur réalité pèse davantage dans les arbitrages nationaux. Une souveraineté naît quand un pays assume sa voix. Cette phrase de conclusion rappelle le fil conducteur du récit. La valeur ne se mesure pas seulement en flux, mais en présence réelle, en engagement partagé et en capacité collective à transformer l'essai. Au terme de ce parcours, l'histoire ne se résume plus à une succession de réformes ni à une accumulation de chiffres. Elle s'apparente plutôt à une invitation collective. Repenser la manière dont un pays affirme sa place dans l'économie mondiale, en misant sur une présence réelle plutôt que sur une gestion distante. Les chantiers qui s'étendent, les bureaux qui s'ouvrent,